bien, vos encouragements me sont précieux. J'ai entamé une longue marche, la route est escarpée. Si je parviens à mon objectif, plus exactement quand je serai parvenu à mon objectif, j'ai conscience du poids des responsabilités qui pèseront sur vos épaules. Tout cela, je ne peux pas le faire sans vous, et c'est pourquoi votre présence ce soir à mes côtés est un encouragement majeur. Et adresser des remerciements aussi à Jean-Pierre Raffarin. J'ai beaucoup de chance de l'avoir avec moi. Nous le connaissons depuis longtemps, comme il l'a dit. Je connais son expérience politique, celle de Premier ministre, bien sûr, celle aussi d'élu local, très attaché à la décentralisation. Il me surveille toujours logiquement dans nos politiques de lutte contre le chômage. Nos politiques, depuis des années, tout particulièrement depuis 2012, reposent sur deux idées fausses. La première idée, c'est le partage du travail. Le travail est un gâteau, on va donc le couper en morceaux plus petits pour en donner à plus de gens. Ça ne marche pas. Et malgré ça, on continue. Après les 35 heures, voici qu'on vous propose les 32 heures. Comme on dit, errare humanum est, perseverare diabolico. J'ai encore quelques vieux restes. Se tromper est humain, persévérer est diabolique. Le deuxième principe, la deuxième idée fausse, c'est que pour faire reculer le chômage, il suffit de financer des emplois aidés à coût de subvention publique, même si l'argent public n'existe plus, des emplois qui sont en général non marchands, peu durables et peu productifs, ça non plus, ça ne marche pas. Et c'est la raison pour laquelle je propose de changer radicalement de logique et de remettre l'entreprise au cœur de nos politiques pour l'emploi. Parce que j'ai la conviction profonde que seules les entreprises compétitives sont réellement créatrices de richesse et d'emplois durables. Il faut donc lever les obstacles qui les empêchent de se développer et d'embaucher. Je ne vais pas maintenant m'attarder sur le constat de l'état de la France en cette année 2016. Jean-Pierre Raffarin l'a esquissé tout à l'heure, vous êtes parfaitement au courant de la situation. Il faut une bonne dose d'optimisme ou d'inconscience pour affirmer que la France va mieux. Personne ne le croit, sauf peut-être celui qui affirme ce constat. Et tout ça est connu, et je n'y reviendrai pas, je veux rentrer tout de suite dans l'action, dans la proposition, plutôt que dans le constat ou l'analyse. Vous êtes nombreux, vous êtes chaleureux, je l'ai dit, ça ne va pas être rock'n'roll ce que je vais vous dire. Je vais parler de choses sérieuses. Pardon Jean-Pierre. Je vais énumérer un certain nombre de propositions sérieuses. On dit toujours que je ne ris pas assez quand je suis à l'écran. Je parle du chômage, je ne vais pas m'en avoir. Je vais être sérieux. Et j'espère pouvoir retenir votre attention jusqu'au bout. Je veux d'abord reconstruire un marché du travail qui soit favorable à la création d'emplois. C'est l'ICE a un seul dispositif de baisse des charges, concentré sur les bas salaires, parce que c'est là que sont les gisements d'emploi, en créant un véritable zéro charge patronale sur le SMIC, avec ensuite une dégressivité jusqu'à 1,8 SMIC. Je n'oublie pas que le coût du travail est aussi une question de compétitivité pour l'ensemble de nos entreprises, quelle que soit la répartition des salariés entre les différents niveaux de salaire. C'est pourquoi, la sociale, au travers d'une réduction des cotisations patronales famille, qui sera notamment financée par l'augmentation d'un point du taux normal de la TVA. C'est ce qu'on appelle parfois la TVA compétitivité. Nous avions pensé le faire en 2012, en retard, avec l'application au 1er octobre 2012. Je l'avais fait en 1995, sous une forme qui n'était pas aussi explicite, mais qui avait donné de bons résultats. Deuxième obstacle à la création d'emplois, un contrat de travail trop rigide. Je veux l'assouplir. Les freins au licenciement sont des freins à l'embauche. La législation et la jurisprudence du CDI agissent ainsi contre l'emploi, si bien que 9 embauches sur la galère que ça représente, donc n'embauche pas. Il faut absolument porter remède à cette conviction qui, évidemment, plombe le marché de l'emploi. Plutôt que d'inventer un contrat unique, qui ne resterait pas unique, parce qu'on a besoin aussi de contrats courts pour des missions spécifiques, ou de contrats saisonniers, et qui mettraient de toute façon des années à naître, je propose de sécuriser les conditions de rupture du CDI en inscrivant dans le contrat de travail des motifs prédéterminés de rupture, par référence à la loi,
qui doit elle-même les fixer, adaptées à l'entreprise, homologuées par l'administration du travail, comme c'est le cas de la rupture conventionnelle aujourd'hui. C'était l'intention initiale de la loi El Khomri, la loi travail, dont la discussion parlementaire est en train de tourner à la farce. On a appris aujourd'hui que ça se passerait au 49.3. Moi, j'ai rien contre le 49.3. Ça figure dans la Constitution. Je crois me souvenir que j'ai dû l'utiliser quand je dépends du ministre. Donc, c'est un outil constitutionnel. Mais moi, je n'ai jamais déclaré. Le 49.3, c'est la brutalité, c'est un délit de démocratie. Cette déclaration, c'est M. Hollande. Il l'a faite en 2006. C'est vous dire à quel point je comprends le trouble d'une partie de ses troupes, qui a l'impression qu'entre déclaration et réalité, il y a un fossé. Troisième obstacle, une durée du travail trop courte. Je propose de sortir des 35 heures en fixant à 39 heures la durée de référence du travail. Les entreprises auront 2 ans pour négocier et porter en fonction de leurs besoins la durée du travail à 36, 37, 38 ou 39 heures, en augmentant proportionnellement les salaires. En l'absence d'accord, la durée de référence de 39 heures pourra s'appliquer. On m'a reproché de fixer une nouvelle durée légale du travail à 39 heures en disant pourquoi en fixer une. Je suis convaincu que s'il n'y a pas une sorte de butoir, il ne se passera rien, qu'il n'y aura pas de négociation dans l'entreprise. Si l'entreprise se met d'accord, dans le cadre de son dialogue social, sur une durée différente, entre 35 et 39, cette durée s'appliquera sans problème. C'est la liberté de négociation que je veux redonner. Je veux aussi redonner aux Français le goût d'investir dans l'entreprise pour favoriser la création d'emplois. Toute notre fiscalité fonctionne aujourd'hui comme un piège contre l'investissement, alors que nous le savons, l'investissement, c'est l'emploi de demain. La preuve, c'est que quand l'entreprise, regardez ce schéma, réalise 100 € de résultat à mon impôt, l'investisseur va recevoir, après paiement de tous les impôts, 51 € en Allemagne, 49 en Grande-Bretagne, 36 en France, avant l'ISF. Et si on applique l'ISF au taux de 1%, ce ne sont plus 36 €, mais 3 € qui resteront à l'actionnaire pour 100 € de résultat. Quand je dis que ça fait fuir l'investisseur, je crois que la démonstration est claire. Pour que la fiscalité cesse donc de fonctionner comme un piège contre l'investissement et l'emploi, je m'engage à supprimer l'ISF. Je sais qu'en la matière, j'ai un lourd passif. Quelqu'un m'a dit un jour qu'aucun gouvernement n'a jamais osé le supprimer. Faux. J'étais membre d'un gouvernement en 86, dont le chef était Jacques Chirac, le ministre de l'économie Édouard Balladur, je vois comment fondé les, qui s'en souvient sans doute. Nous l'avons supprimé, ça s'appelait IGF. Michel Rocard l'a immédiatement rétabli. En 1995, devant le trou de la Sécu, les autres trous budgétaires à combler, c'est vrai que dans le ardeur à rétablir l'équilibre des finances publiques, j'ai fait une bêtise en supprimant le plafonnement. J'ai essayé de rectifier cette erreur, je ne me suis pas arrivé. Aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir le courage de ces opinions et donc abroger un impôt qui fait fuir des milliers d'entrepreneurs qui ont décidé, qui ont des capitaux, qui pourraient créer des dizaines de milliers d'emplois en France et qui s'en vont. Je rends simplement... Je le supprimerai donc dès 2018 pour garder en France ses idées et ses capitaux et pour y créer des emplois. Il faudra faire beaucoup de pédagogie. Il faudra que nous fassions, tous ensemble, beaucoup de pédagogie parce que vous voyez bien que la réaction ou la réponse spontanée des Françaises et des Français quand on les interroge sur cet impôt n'est pas favorable à son abrogation. Il faut donc expliquer en quoi c'est un impôt négatif pour l'emploi et en quoi une politique de retour de l'emploi doit passer par l'abrogation de cet impôt absurde. Pour que la fiscalité cesse de fonctionner comme un piège contre l'investissement et l'emploi, j'allégerai ensuite la fiscalité du capital en revenant systématiquement à une taxation forfaitaire. L'idée selon laquelle il faut taxer les revenus du capital comme ceux du travail est aussi simple et légitime à l'apparence qu'absurde et nocive en réalité. Le capital est déjà formé, taxé au moment de sa formation, de sa détention, de sa transmission. La taxation des revenus de l'investissement est donc un impôt qui s'ajoute à tous les autres. C'est ainsi que les prélèvements sur le capital représentent en France le double de ce qu'ils représentent en Allemagne, 10% du PIB,
contre 5,9% chez nous. Pardon, en Allemagne. 10% en France, 5,9% en Allemagne. Je veux revenir à une imposition forfaitaire des plus-values mobilières, dégressive en fonction de la durée de détention, qui descendra jusqu'à 25%, prélèvements sociaux inclus, au bout de 6 ans de détention, et à une imposition forfaitaire des revenus du capital équivalente à la stabilité de l'ensemble de l'affaire. Pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, je veux aussi stabiliser leur environnement fiscal. Et c'est un message que j'ai reçu partout où je suis passé. Nous avons besoin de stabilité. Ce qui nous perturbe, c'est le changement de cap tous les 6 mois, des règles nouvelles qui apparaissent, des règles souvent rétroactives en matière de fiscalité. Et c'est ça qui nous trouble et qui dissuade l'investisseur d'investir. Car s'il ne connaît pas la règle du jeu, sur le moyen terme, eh bien, il garde le pied sur le frein. C'est la raison pour laquelle je proposerai une loi de programmation fiscale à voter à l'automne 2007 et qui regroupera les mesures fiscales du quinquennat et leur calendrier sur 5 ans, de la sortie des 35 heures, pour ceux qui verront leur durée hebdomadaire passée de 35 à 39. Si elles n'avaient pas jusqu'à présent d'heures supplémentaires, ça pourrait représenter jusqu'à un 13e mois de salaire. Si elles avaient des heures supplémentaires entre 35 et 39 heures, nous corrigerons la perte éventuelle par un mécanisme d'exonération fiscale et sociale. Pour que le travail paye, j'allégerai aussi les charges des travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants bénéficieront de 2 milliards d'allègements de leurs charges, au-delà des allègements de cotisations famille, allègements qui contribueront directement à l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Pour que le travail paye, je voudrais aussi alléger la fiscalité des familles. C'est vrai que la plus grosse part de mon programme fiscal concerne la fiscalité des entreprises. Et c'est bien cohérent avec mon objectif, qui est de remettre l'entreprise en situation de compétitivité. Il faut aussi penser au matraquage fiscal qu'ont subi les familles depuis quelques années, depuis 2012. Elles profiteront d'une baisse de leur impôt sur le revenu de 2 milliards d'euros environ au travers d'un relèvement des allocations familiales. Blanche, elle est difficile à mettre en œuvre. Quelle est l'idée? C'est que le cumul des minima sociaux, des allocations de toutes sortes, reste significativement en deçà du revenu d'activité. Et je pense en particulier à la situation que vous connaissez tous du travailleur payé au SMIC qui se lève de bonne heure, qui passe 2 heures dans les transports s'il habite en région Île-de-France et qui constate en rentrant chez lui le soir que son voisin de palier, lui, n'a pas bougé, et qu'en cumulant l'APL, le RSA, les allocations familiales et toutes les aides de caractère, je modulerai le RSA pour que l'ensemble des revenus en possession, des aides et des allocations, restent en deçà du salaire d'activité. Je veux aussi reconstruire un dialogue social dans l'entreprise qui soit fondé sur les réalités et non sur des postures. Pour moi, l'entreprise doit Je ne suis pas sûr que le concert des applaudissements soit tout à fait unanime sur ce point. Et je persévère pour que les représentants des salariés ne perdent pas le contact avec leur métier d'origine. Je propose une limitation à 2 mandats consécutifs et je propose que le temps consacré à l'exercice d'un mandat syndical ne dépasse pas 50% du temps de travail. Juste devant moi, Xavier Fontanet, qui est un praticien de la chose avec qui j'en ai souvent parlé. C'est pourquoi les prélèvements sociaux payés par l'entreprise sur les dispositifs d'actionnariat salarié seront baissés de 20 à 16%. Pour les salariés, le plafond d'exonération du plus-value au-delà de 5 ans de détention sera fortement relevé. Je voudrais maintenant aborder un autre aspect des politiques de l'emploi qui concerne aussi près de l'entreprise. Aller vers le plein emploi, c'est mettre fin à des situations assez révoltantes où l'entreprise cherche du personnel et n'en trouve pas. J'entends ça presque hebdomadairement, si je puis dire, dans les déplacements, dans des entreprises très diverses qui nous disent on n'embaucherait bien et on ne trouve pas de candidats à l'embauche. Et je le répète, ceci doit cesser. Ce qui est en cause, c'est bien sûr la qualité de notre système de formation et la bonne adéquation entre l'offre de travail et le besoin des entreprises. Je mettrai donc fin à ce qui est un peu une grenade découpillée sous le pied, c'est-à-dire la sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur. Parce qu'elle existe par l'échec. Donc je veux mettre un terme à la sélection par l'échec
en renforçant une véritable orientation sélective à l'entrée de l'enseignement supérieur. J'ai regardé les choses de près. Les titulaires de bac pro, il ne faut pas nombreux à le faire, certains le font, qui s'engagent dans leur licence échouent à 95%. On n'a pas le droit de les laisser se fourvoyer. Ainsi, il faut les orienter vers des formations qui sont vérifieuses, avec valeur entre le dire et le faire. Tout le monde, à gauche, à droite, dit vive l'apprentissage, c'est une filière formidable pour insérer nos jeunes dans la vie du travail. Résultat, le nombre d'apprentis baisse régulièrement année après. Il se redresse un peu, je pense, cette année, mais il a baissé entre 2013 et 2014. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su faire sauter les verrous à l'apprentissage. Ces verrous, ils sont nombreux. Ce sont d'abord des verrous culturels dans les familles. Regardons-nous les yeux dans les yeux. Si on vous dit...